Salut la communauté de coups critiques! Et oui, on se retrouve pour l'épisode 35 de Obélien pour la chaîne de coups critiques. Et c'est encore moi, Pépé, qui est toujours accompagné de mon cher trio habituel, mon petit trio que je me prends au snack bar du coin, c'est-à-dire Francis Lamarche, Félix-Antoine Huard ainsi que Annabelle Bureau. Allô, vous trois, ça va bien? Comment tu vas? Ça va, toi? Moi, je veux savoir qui représente la frite, la liqueur, puis le hot dog. J'y réfléchissais en même temps que je le disais. Dans ma tête, Annabelle, c'est genre la liqueur. Nice, pétillante. Oui, exactement. Francis, t'es genre le burger. C'était genre comme un condensé de fun. Puis Félix, t'es genre comme bien salé, là, comme les frites bien salées. Là. Parce que je suis beaucoup. Non, mais juste comme donc, on n'a jamais assez de toi. Oh, wow! Et je scrape vos reins. C'est incroyable comment est-ce que je fais des références. Mais bref, oui. Et bienvenue pour l'épisode 35 de Bélien, un épisode bien particulier. Vous allez savoir pourquoi prochainement. Et avant qu'on commence, je crois, Francis, que tu voulais nous faire une petite plug, comme d'habitude. Oui, bonjour et merci à nos amis de Imaginaire. Ouais! Boutique Imaginaire, la boutique qui vous offre tellement de produits pour toutes vos passions. On est vraiment content qu'ils soient avec nous pour nous aider à soutenir Obélien et soutenir Coup Critique par la même passe à POC. Donc, merci beaucoup pour tout. Vous pouvez aller voir leur site internet imaginaire.com pour voir l'étendue de leurs produits. La livraison est gratuite à l'achat de 59$ que vous soyez au Québec, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Il y a la livraison qui est disponible à l'international aussi, mais il y a aussi de magnifiques succursales que vous pouvez aller dès maintenant visiter un peu partout au Québec où vous allez avoir plein de produits. Et j'ai juste hâte d'en voir une imaginaire. J'ai juste hâte d'aller dans une boutique, moi. Là. Je le trouve cool, le site, mais j'ai hâte d'aller comme magasiner puis aller voir tout ce qui se cache comme petits jeux de société que je ne connais pas. Et, tout ça, ouais. Merci Francis, merci. Effectivement, merci beaucoup l'imaginaire. D'ailleurs, j'ai reçu comme cette espèce de papier-là, deux autres. Où est-ce que, si tu on a dit, l'imaginaire, c'est cool. C'est tout. Oh wow, ils écrivent des lettres personnalisées, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Mais effectivement, je suis d'accord, l'imaginaire, c'est vraiment cool. Merci encore à vous de sponsoriser Obélien et ainsi nous permettre de continuer cette belle aventure jusqu'à ce que mort s'en suive. À chaque fois qu'on fait la présentation d'Imaginaire, j'ouvre toujours leur site internet en me disant je vais acheter quelque chose pendant qu'ils le présentent. Puis à toutes les fois, je passe vraiment à ça, d'acheter une corne pour pouvoir boire du vin. Puis je me dis tout le temps, j'ai pas tant besoin de ça, mais je pense qu'à soir, ça se passe. Oh my God! Ça se Après 35 épisodes. Oh, ça se passe. Il y a un mug aussi fait en corne. Je sais pas, je vais l'acheter pendant le trailer. Là. Mais c'est sûr, je m'achète un mug. Quelque chose pour boire. Oh, mon Dieu. Ça me donne des sueurs froides, l'imaginaire. D'où la Parlant de sueurs froides, Félix, mon petit salé, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose? Ouais, je veux vous dire en fait qu'on s'apprête à vivre un arc narratif très particulier dans notre campagne Obélien parce que je travaille sur un grand petit projet secret dont je ne vous parle pas tout de suite, mais qui pourra peut-être inonder les interwebs bientôt. Ce qui fait que je risque de m'absenter pour aller jouer une partie de Skip-Bo en Afrique du Sud, parce qu'ils shippent l'imaginaire partout dans le monde. Donc, ce qui fait que les prochains épisodes que vous allez pouvoir visionner sur la chaîne, ou genre tout de suite après celui-ci, si vous êtes un backer Patreon, vont être des épisodes bien particuliers. Pépé, tu me permets de révéler, ça va être quoi la tendance? Oui, vas-y. Oh yes, on va explorer plus en profondeur chaque backstory de chaque personnage de façon individuelle. Donc, un épisode complet sur les tumultes amoureux et les amis de plumes de Nairou. Un épisode complet sur les tout petits pirates qui se ramassent dans l'univers des elfes ou autre chose avec notre sympathique tortue Osnan. Et un épisode de douleur, supplice, tristesse, mal de vivre avec Alphonse IV. Mais je m'attends juste à ça, le pire, je sais. Somme toute, on vous offre ce petit spécial pour pouvoir continuer à vous offrir toujours du contenu de qualité parce que vous nous faites triper. Alors, si vous avez envie de nous lancer quelques pièces au visage pour nous soutenir, nous, dans notre campagne, n'hésitez pas à aller nous appuyer sur notre compte Patreon. Et sinon, si vous avez juste envie d'écouter tout ça gratuitement, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Fait que c'est pour vous. C'est pour vous. D'ailleurs, merci aux nouveaux Patreons qui viennent de rejoindre ce mois-ci
Oui. Dans le fond, on en a eu des nouveaux qui se sont rajoutés. Et je vous écris tout un petit message. Hein. Vous irez voir. Je vous ai tout écrit un petit message. Chaque fois qu'il y a un nouveau Patreon, j'ai écrit un petit message pour lui dire merci. Fait que vous irez voir ça. Et fait que je pense que ça fait le tour. Hey, on se lance dans une partie folle de Donjon Dragon. Ben, bien Fait sûr. qu'on y va tout de suite après l'introduction. Oui, donc nous reprenons ainsi à l'épisode 35, mais avant toute chose, petit résumé rapide, rapido presto, de l'épisode 34, où finalement nos aventuriers. L'épisode a débuté avec un duel de tape d'en face entre Osnan et Alphonse. S'en est suivi par la suite d'un voyage dans le désert, échelonné sur plusieurs jours, jusqu'à l'arrivée dans le fond à l'Oasis finalement où ils étaient accueillis par tout sauf ce qu'ils pensaient qui était l'Oasis, c'est-à-dire un gros satyre qui pêchait dans une flaque stagnante avec des petits animaux puis une petite maison en terre cuite. Rien qui laissait présager, disons, cette grande force de frappe de ce peuple caché à travers les falaises. Mais finalement, ils ont compris que ce n'était qu'une façade, alors qu'ils ont traversé un passage secret qui était au travers de la roche, on va dire d'un muret, une des montagnes, une des grandes montagnes de la chaîne de montagnes du Nord. Et en traversant ce passage, ils se sont ramassés dans un espèce de tunnel qui était un transfert entre le plan matériel ainsi qu'un autre plan, un plan que Alphonse a reconnu comme étant le plan où habite son maître. Voyons, dans ma tête, j'ai comme un blanc. Bartiméus. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais en train de l'appeler genre Belphégor, ça n'a aucun rapport. Oh, mais lui aussi, il est badass, Belphégor. Ouais. Oui, ben, il est badass Belphégor. Fait que, Mon prochain. Bartiméus qui vivrait dans ce plan-là. Et au final, lorsque vous avez traversé ce fameux tunnel, vous vous êtes retrouvés dans des terres verdâtres, des pâturages entourés par 4 chaînes de montagnes qui forment une espèce de cube autour de ce territoire que nous nommons ici l'Oasis. Et la partie s'était un peu terminée ici. Et nous reprenons aujourd'hui, non pas à l'Oasis, mais bien pour une dernière fois, avant un certain temps, ailleurs. Nous nous retrouvons dans des terres beaucoup plus lointaines, des terres où le temps se découle plus lentement, des terres elfiques que nous avons déjà aperçues à de nombreuses reprises au courant des flashbacks passés. Et cette nuit, on n'est pas exactement au moment où est-ce que ton dernier flashback se termine, Naïru. On n'est pas au moment où est-ce que tu venais d'avoir une discussion avec ton ami Lara Kokra. On est beaucoup plus loin dans le futur. Un futur où tu as déjà épousé ton tendre époux. Un futur où tu le sais qu'éventuellement vous allez aller sur les terres humaines et où il y a au-delà du plan de base qui est on va dire, créer une relation et échanger des biens et des ressources. Il y a un plan on va dire, de conquête pour s'éloigner d'une espèce de maladie, l'équivalent un peu de cette, on va dire, de cette corruption qui vient toucher, qui a commencé ainsi à toucher aussi le monde des elfes. Et au-delà de votre bien, votre impression bien fondée de vouloir créer des bonnes relations, il y a aussi quelque chose d'un peu plus vicieux, d'un peu plus, on va dire, dangereux et violent. Et on se retrouve dans ce moment-là où la nuit tombée, alors que les astres dans le ciel illuminent les vallées environnantes, tu traverses les grands champs on va dire des terres de ton époux.
Et ce dernier t'a donné rendez-vous dans une petite maison éloignée, vraiment une petite maison qui autrefois était utilisée par les marchands, pas par les marchands, mais plutôt par les travailleurs de la ferme, mais qui, dû on va dire, sa position très, très, très profonde dans les terres et dans les champs cultivés, elle est très rarement utilisée, sauf lors de des grands moments où vous avez beaucoup trop de travail à accomplir et tout ça. Fait que vous devez engager plus de travailleurs qu'à l'habitude, sauf que à ce moment-ci, personne n'habite vraiment dans cette section-là. Et tu te poses la question du pourquoi, du comment. Est-ce que ta douce moitié t'a invité, t'a plutôt ouvert la porte à venir le rejoindre dans cet endroit-là, ce cher Mélépharie qui a toujours été d'une certaine franchise avec toi, mais que cette fois-ci, il est demeuré très mystérieux. Alors que c'était presque à la manière d'une invitation au clair-obscur, une lettre que tu aurais reçue, signée de son propre nom. Ça semble presque romantique à un certain point. Mais alors que tu t'approches de l'endroit et que tu aperçois au loin le petit bâtiment de pierre, tu te rends compte que c'est pas du tout romantique parce qu'il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche de la maison, puis j'imagine que je frappe à la porte. Mm-hmm. OK. Tu frappes à la porte. T'entends des mouvements à l'intérieur et t'entends la voix de Mélépharie qui dit tu peux rentrer, Nairu. J'entre. J'ouvre la porte, je regarde, j'entre. Parfait. Tu rentres. Tu vois l'endroit qui, normalement, est un simple lieu d'habitation qui englobe l'ensemble de toutes les pièces qu'on peut retrouver dans une maison au même endroit. Est relativement peu logé. Il y a une table dans le coin d'une pièce avec quelques chaises. Il y a une espèce de fauteuil situé non loin d'une fenêtre sur lequel est assis Mélépharie, les jambes croisées, les mains aussi croisées sur son ventre. C'est rare que tu le vois dans on va dire pas dans un contexte, mais dans une situation où il ne laisse pas présager la douceur habituelle qu'il laisse filtrer, si on veut. Et tu vois, il y a un air plutôt neutre, pas sévère, mais plus inquiet. Les sourcils un peu arqués vers l'arrière. Il semble se poser beaucoup de questions. Et ça, c'est la première chose que tu vois, mais rapidement, ton regard, tu tournes un peu vers la gauche et tu aperçois une forme encapuchonnée, assis à la table, placée un peu à la diagonale, qui se tient à distance, que tu n'aperçois pas. Et à ce moment-là, tu vois Mélépharie qui te dit s'il te plaît, Nairu, ferme la porte derrière toi et viens t'asseoir. Nous avons à discuter. Je ferme la porte, je m'approche un peu comme ce que j'imagine entre les deux, tu sais. Oui. Je reste là, puis je veux dire, je vais rester debout pour l'instant. Que se passe-t-il? À qui ai-je l'honneur? Et tu vois la personne se tourner vers toi en retirant sa capuche. Et tu reconnais, en fait, tu as presque l'impression de te voir dans un miroir, alors que tu reconnais ta cousine Lia, avec qui tu as eu certains moments. C'était incroyable le visage que tu as fait. Pour ceux qui l'écoutent en visuel. On transforme ça en emoji. Ouais, assurément. Tu reconnais Lia, ta cousine, qui est une elfe solaire au teint basané, qui te ressemble excessivement et qui a toujours cette espèce d'air un peu plus, on va dire, pas de colère, mais un peu plus d'agressivité, alors que son front est un peu plus plissé, les sourcils baissés vers le bas, le regard qui perce vraiment l'âme. Et elle est en habit vraiment sombre, comme si elle ne voulait pas vraiment attirer l'attention. Et tu sais que le plan a été mentionné concernant l'envahissement des territoires humains. Ça a été mentionné, ça a été mis de l'avant, ça a été approuvé. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage, on va dire, cette idée, dont toi, dont ton époux. Et tu vois qu'à ce moment-là, ton époux te regarde encore une nouvelle fois et il s'apprête
à te proposer de nouveau de t'asseoir, mais il se tourne le regard vers Ilia et cette dernière se lève debout. Et elle te dit d'un ton plutôt sec, elle te dit oui, il m'a invité également aussi, sans vraiment savoir de quoi est-ce qu'il en retournait. Je suis moi-même surprise de te voir arriver ainsi. Il m'a mentionné que nous avions de la visite, mais je ne savais pas à quoi vraiment attendre. Et Lia, ça fait longtemps que tu t'es pas retrouvé seul avec elle dans un endroit. Souvent, vous vous êtes croisés dans des moments un peu plus officiels. Tu te rappelles que c'est elle un peu qui t'avait... C'est elle qui a fait en sorte que Milano est passé proche de se faire, on va dire, extradier, c'est ça le terme? Oui. Extradier des terres elfiques. Et depuis, ben, vous n'êtes pas vraiment passé tant de temps ensemble. L'époque où vous étiez petite et où vous vous cachiez dans les buissons, du jardin des potagers elfiques à l'école, c'est vraiment, ça date d'il y a déjà plusieurs années. Et tu vois qu'elle a vraiment comme grandi, encore une fois, pour être assemblable, mais un peu comme le ferait un miroir déformant où au final, vous vous ressemblez tellement, mais chaque petit détail qui forme votre différence est vraiment tellement important. Et elle fronce les sourcils en te regardant encore et elle te dit je présume que ça a un lien avec tout ce qui s'apprête à se dérouler plus au nord. Puis, elle jette un regard un peu colérique en direction de Mélépharie, puis ce dernier, dans le fond, se penche un peu vers l'avant, se croise les bras, puis il te regarde à toi, puis il te dit écoute, Nayru, je sais que nous n'avons, toi et moi, nous n'avons pas vraiment l'intérêt à cœur de toute cette tentative de vouloir, disons, envahir. Ce n'est pas dans nos habitudes non plus, que ce soit volontaire ou de manière agressive ou de manière politique. Je cherche à trouver une alternative. Et ta cousine s'étant proposée pour faire partie de la division qui va se diriger plus vers de l'autre côté de cette fameuse chaîne de montagnes où il y a supposément un désert, s'est proposé pour mener cette division et j'essaye de la convaincre d'essayer de trouver peut-être une terre ou un territoire que nous pourrions utiliser de l'autre côté des terres, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de l'Empire, plutôt que d'envahir ce dernier. Si on veut en quelque sorte de transformer sa mission d'éclaireur en presque une mission de colonie, si tu comprends ce que je veux dire. Et j'aurais espéré que tu puisses peut-être, je dirais, m'appuyer. Je ne veux pas, vous êtes cousine, vous avez passé une partie de votre enfance ensemble, vous avez eu des points en commun, malgré le fait que vous êtes un peu perdu de vue et qu'il y a des tensions, vous n'en demeurez tout de même ayant le même sang. Et j'ose croire que peut-être que tu pourras la convaincre là où, malheureusement, j'ai l'impression d'avoir échoué. Puis je vais parler à Mélépharie sans jamais vraiment m'adresser à Lia. Mm-hmm. Je n'ai pas souvenir d'une seule fois dans ma vie où ma cousine avec qui je partage le même sang n'a écouté ce que j'ai dit. Et au contraire, il semblerait plutôt que l'inverse soit le plus possible. Alors, croyant que tu me connais bien, Mélépharie, je croyais que toi aussi, tu avais souvenir de tout cela. Je ne comprends pas quel genre de rôle tu crois que j'ai à jouer là-dedans. Tu dis ses épaules. Ses épaules tombent un peu vers l'avant. C'est comme si tu venais d'y enlever un poids. Ses épaules, mais pas nécessairement dans le bon sens. Puis il dit écoute, c'était vraiment si on veut, une dernière tentative que je faisais. Je comprends que plutôt que vous ayez vos problématiques entre vous et que vous ne partagiez pas les mêmes idéaux. Mais de ce que je comprends, plutôt qu'il se tourne vers Lia, il dit, tu n'as pas non plus à cœur l'envahissement des terres humaines, d'où pourquoi ton intérêt à faire cette mission d'éclaireur et de prendre cette division d'elfes pour
te diriger du côté du désert plutôt que du côté de l'Empire. Puis ça fait que il a fait une espèce de grand soupir, là, comme si elle avait comme si ça lui donnait vraiment pas le goût de se justifier sur le pourquoi du comment de ses envies. Puis elle n'a fait que dire, elle dit, de toute façon, elle dit, mes intérêts sont les miens et je n'ai pas non plus, non, effectivement, je n'ai pas l'intérêt d'envahir un peuple seulement parce qu'il possède des terres cultivables et que celles-ci sont assez grandes pour pouvoir, disons, faire habiter l'ensemble de notre civilisation. Mais je ne sais pas à quoi vous vous attendez à trouver de l'autre côté de la chaîne de montagnes, sinon que du désert et peut-être même des ruines à découvrir. Mais tout de même, je n'en demeure pas moins curieuse. Je sais, Nehru, que tu as toujours été, disons, très ouverte à justement la lecture, à l'apprentissage, aux connaissances et à tout ce qui l'entoure vraiment dans le monde des hommes et aussi leur origine et tout ça. Eh bien, je dois t'avouer que moi aussi, je demeure tout de même curieux sur les origines des choses, bien que l'origine des hommes ne m'importe peu. N'en demeure pas moins intéressé à découvrir un peu plus de qu'est-ce qui se cache de l'autre côté de l'horizon. Et si tu en venais à trouver un endroit habitable, qu'est-ce qui t'empêcherait de mener à bien ce que propose Mélépharie? C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a comme un sourire qui se dessine sur son visage et qui s'étire un peu vers le haut, un peu un sourire mesquin. Je te dis, pas grand-chose en fait, vraiment pas grand-chose. Au final, je trouve même que l'idée n'est pas mauvaise. J'aurais peut-être seulement espéré que tu me supplies un peu pour que je le fasse. Alors tu es venu ici pour rien. J'ai un travail à accomplir moi-même. Je n'ai pas à m'occuper du tien en plus du mien. Je me retourne un peu, tu sais, comme en me croisant les bras, quasiment comme en bougonnant, genre face à la fenêtre. Et toi, tu te retournes vers la fenêtre, tu veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de perception? Oui. 11. OK, c'est suffisant, je te dirais, pour apercevoir ces deux grands, gigantesques yeux blancs de hibou qui te fixent depuis l'obscurité de la nuit, alors que tu as l'impression que quelqu'un d'autre écoute votre conversation. Est-ce que je reconnais immédiatement... Est-ce que Je le reconnais, c'est mon ami. Oui, absolument. Absolument, c'est lui. C'est complètement lui. Peut-être juste faire un clin d'œil puis continuer. Je le mentionne pas, je réagis pas, je suis juste... OK. Toi, tu te retournes en direction de Lia et elle te regarde avec encore une fois son air très sérieux et elle dit bon. Elle dit moi-même j'ai une mission à accomplir et je pars bientôt, donc si on ne se revoit pas, bonne route dans la terre des hommes. Merci. Et tu sais pas si c'était comme une tentative de réconciliation ou juste comme un mot de gentillesse, mais tu vois qu'elle tend une main vers toi, peut-être de manière formelle pour comme te serrer la main. C'est limite plate. Mais tu la vois comme se tourner un peu et prendre un livre dans la bibliothèque qui est là, simplement. C'est une bibliothèque avec des livres, quelques ouvrages comme ça, puis elle prend, puis elle fait comme... C'est drôle de le voir là. J'ai l'impression que tu l'as déjà lu, ce livre, en plus. Puis tu vois qu'elle le tourne vers toi et tu reconnais le fameux ouvrage La chevelure des parieurs, une histoire logistique de l'art capillaire des hommes, écrit par Monard le Coquin, anthropologue gnome, qui est un livre que tu avais donné ton collègue Hibou il y a plusieurs années. Oui. Et tu vois qu'elle le prend, puis elle se le met comme
en dessous du bras. Puis elle te dit je vais avoir de la lecture durant le voyage. Puis elle quitte. Si tu ne le retiens pas. Non. Ben, non. OK. Et on se retrouve à ce moment-là où vous trois, vous êtes dans l'oasis. Vous êtes rendus, messieurs, dames, à l'oasis. Finalement, après plusieurs voyages dans le désert, dirigés par votre guide, après avoir quitté vraiment la faille, vous êtes dirigé vers le noyau, vous avez traversé le désert et vous avez monté vers le nord pour finalement atteindre ce lieu que nous nommons l'oasis. Imaginez une succession de champs, je dirais, en forme circulaire, qui sont entrecoupés par des petits murets de pierre. Il y a des petites rivières qui s'écoulent depuis des chutes qui sont creusées dans le passage de la roche et qui viennent vraiment comme du haut des collines de l'autre côté, si on veut, de la ville en soi. Et vers le haut de la colline, où s'élèvent justement ces différents champs, vous voyez qu'il y a quelques petits bosquets d'arbres, plusieurs maisons de pierre blanche carrées, au toit de tuiles rougies s'empilent les unes à côté des autres. Il y a un gigantesque bâtiment au centre vraiment de ce qui pourrait être, si on veut, la ville principale, qui a l'allure d'un dôme et qui casse vraiment l'uniformité, on va dire, cubique des lieux. Et tout autour, plus loin, jusqu'où votre regard peut porter, vous ne voyez que pâturage, bosquets d'arbres, campements, et ce jusqu'à ce que la chaîne de montagnes fermant le côté nord du territoire se présente à votre vue. C'est quand même très grand. C'est très, très grand. C'est très vallonneux. C'est très vert. Vous n'êtes pas dans un désert, là. C'est très verdâtre. Ça demeure exotique. Il fait très chaud. C'est très humide, enfermé entre les montagnes. Devant vous, alors que vous avez traversé à pied, je vous l'appelle, vous voyez 3 individus, je dirais, qui sont entourés d'hommes et de femmes de différentes espèces, vêtus de vêtements exotiques et colorés. Mais il y a 3 personnes qui se détachent du lot. Le premier étant un génésie de feu. Vous reconnaissez vraiment cette espèce que vous en avez déjà vu ailleurs, surtout, pas de feu spécifiquement, mais vous avez vu des génasies, dans le fond, au noyau, entre autres, surtout de terre. Vous voyez que la personne est habillée d'un drap, qui est D-R-A-A. C'est les gens qui sont curieux, pas juste un drap. Il est habillé d'un drap ou d'un dara aussi, qui est une espèce de longue tunique blanche, ample, flottante et pourvue de manches qu'on replie dans le fond et qu'on remonte sur les épaules lorsqu'il fait vraiment très chaud. Vous voyez qu'il y a des poches qui sont cousues sur les côtés pour pouvoir, dans le fond, ranger des effets personnels où y placer les mains. L'extrémité du drap, dans le fond, est comme d'une couleur rougeâtre et confectionné d'un coton simple, puis ornementé de jolies brodures. Et tu vois que les bordures sont excessivement légères. L'espèce de section qui est comme rouge du dara ou du drap est excessivement légère, flotte au moindre coup de vent et donne vraiment l'impression que ces vêtements sont des flammes, alors qu'ils se battent un peu à la vitesse du vent. Vous voyez qu'il y a une peau de couleur vraiment bronze, les yeux d'un jaune ocre et les cheveux d'un rouge braise. Il y a un air neutre, alors qu'il vous regarde sans plus d'expression faciale, autre que ce qu'il veut pour l'instant présenter. À côté de lui, vous voyez un grand elfe relativement mince qui est vêtu d'un habit qui est beaucoup plus humble, je dirais. Vous voyez qu'il porte ce qu'on appelle en fait une dhoti, qui est un peu un espèce de vêtement très classique, très traditionnel qui est vraiment confectionné à partir d'un coton assez léger. C'est une pièce rectangulaire, fine, qui, dans le fond, tourne autour, si on veut, du torse, qui est généralement blanc ou couleur crème. Celui-ci est comme vraiment d'une couleur un peu plus beige. Oui, il y a autour de sa taille, il y a une espèce de foulard aussi un peu blanc qui a été comme enroulé et qui passe aussi entre les jambes pour pouvoir faire un espèce presque l'effet d'une couche en quelque sorte, mais qu'il porte également aussi des sarouels par-dessus. Il y a également l'air neutre, la peau aussi basanée,
Il a un air qui laisse présager aucune émotion également. Il porte une courte cape qu'il garde, dans le fond, comme au niveau qui lui glisse sur une épaule et qui descend vers l'avant et vers l'arrière, et qui a l'air d'être fait d'un cuir de reptile. En gros, vous voyez qu'il cache une de ses mains sous cette demi-cape-là. Et finalement, la troisième personne, pour la majorité d'entre vous, ça fait un effet assez particulier parce que vous avez l'impression de voir en double alors que vous apercevez une personne qui ressemble énormément à Nairu, mais au teint basané. On dirait vraiment exactement la même personne, mais vraiment à l'air vraiment plus colérique et sanguin. Alors que les deux autres ont un air neutre, cette troisième personne a les yeux qui brûlent d'une colère. Qu'est-ce que vous faites? Après cette interminable description physique. Non, mais c'est parfait, c'est magnifique. En voyant la personne avec le génésie de feu, là, oui. Si je suis proche de Snan, j'y pète un petit coup de coude d'un côte. Là. La dernière chose que j'ai vue d'aussi impressionnant que cet individu, c'est vous qui faisiez de la magie, cher ami. Oh, oui. J'avoue que j'ai jamais rien vu de tel non plus. J'aime beaucoup le climat ici. Ça me rappelle un peu la maison. Vous m'en direz tant. Nairu, je crois qu'il est préférable que ce soit vous qui meniez notre groupe ici. Oui. On va comme se placer genre en formation triangle puis se mettre comme en avant, là. Mm-hmm. Mais juste avant, on va se retourner vers les deux autres puis un peu comme en regardant au sol. Vous avez comme l'impression que soudainement, elle est quasiment comme redevenu un enfant, là, juste le temps qu'elle vous dise genre... Et puis, les amis, il y a eu besoin de mentionner que ce sera peut-être d'étranges réunions pour moi. Je sais que vous n'êtes jamais seul, mon ami. Jamais. J'apprécie. Et quoi que vous entendez, j'espère que vous ne perdrez pas ce qui vous reste d'appréciation pour moi. Tu m'en fais rire d'abord, puis je pars. Je vais regarder à Snan voir comment il encaisse ça. Je regarde Alphonse, je fais comme... Bon, il va... Avant que vous me tapiez dans le visage, je vous promets que je ne sais absolument rien de ce qu'elle va nous révéler ici. Je crois que vous avez eu votre lot de claques pour l'instant. Oui. Après vous. En passant, Alphonse, pour la magie, je vous avoue que je comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est de l'instinct. Il s'est passé quelque chose et je ne suis pas en mesure de comprendre vraiment ce qui m'arrive. Mais c'est depuis que j'ai mon nouveau tatouage. Fascinant. Nous pourrons explorer le tout si nous nous rendons jusqu'à la nuit tombée. Si une telle chose existe ici. D'accord. Okay. Nairu, tu disais que tu t'approchais, tu te détachais un peu du groupe pour t'approcher de ces trois individus? Pas tant me détacher, plus que genre mener le bal, en fait. OK. Je veux clairement arriver avec eux, mais prendre le lead. Formation grand V. Formation grand V. Yeah. Parfait. Fait que tu avances un peu. Oui, vous êtes suivi également non loin par un Yubel qui est aussi, disons, impressionné que vous. Il a vraiment les grands yeux. Il a tout le temps eu l'air un peu comme confident. Puis, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais là, il est vraiment il est vraiment le regard de quelqu'un qui est aussi surpris que vous de voir l'immensité de l'endroit et aussi les couleurs qui en ressortent. Et un peu plus loin, à votre côté, votre guide qui se détache. Votre guide satyre qui se détache un peu de vous pour, en quelque sorte, se diriger vers ce qui semble être une espèce de ferme située à non loin, si on veut, du rebord du passage, c'est-à-dire non loin également du rebord de la montagne qui pousse derrière vous, comme si elle allait voir que ce soit des animaux, peut-être tout simplement se rafraîchir, mais c'est vraiment comme si vous étiez arrivé à un point donné, puis qu'à ce moment-là, elle faisait comme, eh bien, j'ai accompli ma part du marché, mais genre,
j'ai quelque chose à faire, je vous reviens plus tard. Puis oui, Carissa prend seulement le temps de se tourner vers vous pour faire comme un signe de main pour signifier que genre, hey, vous êtes arrivé, là. Puis elle s'éloigne. Et elle va peut-être ou non revenir, vous savez pas trop. Tu sais, vous êtes vraiment dans une situation d'incompréhension la plus totale, vu tout ce qui se passe. C'est plate, parce que c'est moi qui tiens son stock à vous le temps. Oh, regarde, elle va revenir probablement. Quand elle va s'en rappeler. Quand elle va s'en rappeler, ça doit être sûr. Et Nairu, tu t'avances suivi des autres. Et qu'est-ce que tu dis? Tu vois qu'eux, ils ont gardé le silence. Il n'y a personne qui a parlé. Ils sont tous, autant les trois qui se détachent un peu que les autres serviteurs autour. Vous voyez qu'il y a plein d'autres créatures semblables aux génazis de feu, mais qui ont des allures en lien avec d'autres éléments. Vous voyez qu'il y en a un qui a comme les cheveux d'un bleu qui semble découler sur ses épaules, comme s'il avait constamment un liquide, comme de l'eau qui lui coulait dessus, alors qu'il y en a un autre que ses cheveux poussent directement vers le ciel, comme s'il était toujours projeté dans un coup de vent sans fin. Et ainsi, vous n'êtes pas idiot, là, vous comprenez qu'ils seront associés à des éléments distincts et que les 4 éléments s'y trouvent. Et au travers de eux, différentes espèces que vous avez déjà aperçues, que ce soit des elfes. Il y a des elfes, Nairu. Tu n'as jamais vu autant d'elfes depuis que tu es parti du centre de l'Empire. Là. Et ainsi que peut-être... en fait, vous ne voyez pas de centaure encore. Phew! C'est ça ma prochaine question. Donc, qu'est-ce que tu dis? Je vais m'approcher, oui. incliner un peu la tête. Puis je pense que je vais faire une salutation en elfique. OK. Est-ce que les gars, vous parlez elfique? Oh yes, I do. Moi, je parlais elfique, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé dans la perte de mes souvenirs, là, de la façon dont je le vois, là, c'est que j'ai vraiment gardé juste le vocabulaire de base, mais j'ai plus rien qui est comme beau, poétique, évocateur, émotif. C'est juste genre le fameux petit guide du voyageur elfique. Là. Ouais, genre. Où se trouve le restaurant le plus proche? Ouais, c'est ça. Parfait. Cool. Fait que tu comprends très bien ce que dit Nairu à ce moment-là. Salutation très basique, mais très sincère. L'elfe qui est à côté du Genasi, pas ta cousine, mais bien l'autre, s'avance un peu. Il baisse un peu la tête. Puis il te dit Ah, bonjour, Nairu. Ta cousine nous a parlé de toi. Nous ne pensions pas te rencontrer. Tout simplement, nous ne pensions pas te rencontrer. Et je comprends que vous êtes venu avec la guide Satyre. Mais qui sont ces compagnons qui t'accompagnent? Et question encore plus importante, que faites-vous ici? Et il dit tout ça, bien sûr, en elfique. Moi, je traduis tout à Asnan. Oui, je te dis, tu n'as pas manqué le cœur de la discussion. Eh bien, je suis bien heureuse que vous ayez entendu parler de moi avant que j'arrive. À qui ai-je l'honneur de m'adresser afin de compléter les raisons de mon arrivée? Je me nomme Nitolaos. Je suis un des dirigeants de l'endroit. Mais attention, Nairu, ta cousine t'a parlé de nous, mais je ne t'ai pas dit si elle a parlé de toi. Ta cousine a parlé de toi, mais je ne t'ai pas dit si elle a parlé de toi en bien ou en mal. Eh bien, cher Nitolaos, la connaissant, je crois me douter que vous n'ayez peut-être pas la meilleure des idées de ma personne. Je suis accompagnée ici de mes collègues venant de l'autre côté de la chaîne de montagne. Je vous présente Osnan ainsi que Alphonse IV. Sûrement quelqu'un plus gros des accents, là, je vais dire bonjour. Là. Alors, Laurie. Ouais, c'est vraiment trop intense. Là. C'est comme trop prononcé. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit bonjour, Osnan. Bonjour. Tu le dis en quelle langue, Osnan? En commun. En commun. Okay.
Oui, que Nicolas se tourne vers vous et il vous dit un petit bonjour bien simple. Et il se retourne vers toi, Nairu, il dit et de ce que ta cousine nous a mentionné concernant ta présence sur ce continent, est-ce que tu es venu ici comme vous êtes venu dans le territoire des hommes, c'est-à-dire pour conquérir et envahir? Non, je suis ici en reconnaissance et à la recherche d'alliés. Nous avons rencontré des gens au début de notre périple qui nous ont indiqué que nous trouverons ici des amis. Des amis. C'est sûr que je le sens, Alphonse, en arrière de moi, qui est comme en train de bouillir. Oui, ben, on peut soit bouillir ou soit être en pure incompréhension. Là. J'imagine que. Je traduis quand même en slan, avec certaines hésitations, puis j'ai sûrement mal compris. Là. Ouais, t'as dû confondre deux mots. Là. C'est envahir, c'est proche de genre cuire. Là. C'est comme. C'est pas tant mieux. Ici pour cuire le monde. C'est plus familier pour un cas, par exemple. Ouais. Et à ce moment-là. On mélange souvent les deux aussi. Oui. Dis-moi les langues que vous parlez, s'il vous plaît. Commun. Moi aussi? Oui. Et elfique. Oui. Aquan, oui. commun, Oui. orc et récemment draconique. OK. Ton côté, Nairu. Commun, draconique, elfique, léonin, primordial et sylvain. OK. What's up? Ça, j'ai pas compris. Nairu, tu comprends très bien ce que dit le génésie de feu à Nitolaos, parce qu'il parle en primordial, qui est une des plus vieilles langues sur Terre. C'est encore plus vieux que l'elfique. Là. Une vieille langue qui est comme pas utilisée. C'est un peu comme le latin. Genre, on le lit, mais personne qui parle ça au quotidien. Là. Et tu vois, le génésie de feu qui se tourne vers Nitolaos, puis il lui dit quelque chose qui ressemble à une espèce de demande-leur s'ils sont armés. Tu comprends ça. Puis là, Nitolaos se tourne vers vous, puis il fait mon collègue Vael Volatis voudrait savoir si vous êtes armés. Nous le sommes, mais simplement parce que nous transportons avec nous l'équivalent de notre voyage au complet. Nous pouvons nous désarmer à l'instant si c'est ce que vous préférez. Puis je pense que le dernier bout de phrase, genre nous pouvons nous désarmer à l'instant, je vais le dire en primordial. OK. Toi, le génésie de feu se tourne vers toi, surpris un peu. En fait, tu vois que la majorité des génésies présents, ils font une drôle de face, genre OK. Elle parle de primordial. Et Vael Volatis, le génésie de feu, on va dire, se croise les bras dans son espèce de grand torse bombé. C'est quand même un grand bonhomme, là, assez musclé, très bien découpé, là, définitivement une espèce de pic dans sa forme. Là. Puis il dit, en te primordial, bien sûr, il parle en primordial, il te dit non, nous allons nous en occuper nous-mêmes. Puis il fait signe comme à ses soldats, et vous voyez des génésies qui s'approchent de vous pour prendre votre stock en général, mais comme pas nécessairement en faisant comme haha, on vous vole. Nous? Oui, sur vous. OK. Je vais faire ça comme pour leur laisser le champ libre. Je vais me tourner rapidement vers mes deux collègues, puis je vais comme faire un signe de tête de comme faites ça aussi. Puis je vais juste lui murmurer. S'il touche à mon livre, je ne réponds pas de mes actes. OK. Stan? Ils peuvent me prendre ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Arme, pas d'arme, décalisse tout, fait que c'est correct. Moi, Puis vous voyez que. Mais en fait, vous voyez que. Youbed, il fait un peu la même face qu'Alphonse. Là, il a l'air d'être semi-sûr, mais au moment où il voit Nairu lever les bras, il fait juste comme lever les bras aussi. Et vous voyez, les génésies commencent à prendre votre stock sur vous, mais c'est pas genre, ils vous arrachent pas votre stock, là. Ils prennent le temps de détacher vos gants, puis de prendre vos affaires, puis ils prennent tout ça, puis ils vont remettre ça comme dans une espèce de des paniers d'osier situés un peu plus loin. Ils encaissent le tout dans une place, sauf la grosse masse de stand qu'ils mettent de côté parce que ça rentre pas dans un panier. Puis ils déposent ça là. Et Alphonse, je te demanderais de me lancer, s'il te plaît. Lance-moi juste un D20, dis-moi le résultat. 12. Ils ne te prennent pas ton livre. Est-ce qu'ils prennent mon parchemin? Oui. Au moment où ils touchent mon parchemin. C'est de la lecture. Je ne crois pas que ce soit très intéressant pour vous.
Je n'ai pas terminé de le lire. Tu dis ça en parchemin de épique? quoi? Non, je dis ça en commun. OK. Le parchemin qu'il y avait dans la grotte, hein, c'est ça? Tu vois, un des génésies, celui qui s'apprêtait à le prendre, une espèce de un génésie de terre, t'as l'impression que ses cheveux sont comme faits en gravelle, puis ça tombe continuellement sur le bord de sa tête. Il arrive pour te prendre le parchemin, puis il fait... il te répond dans une espèce d'elfique un peu cassé, parce qu'il parle pas le commun, là. Il te répond dans une espèce d'elfique un peu cassé. Monsieur, laissez-vous faire, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous le voler. Je veux seulement vous le confisquer temporairement le temps que nous en savions un peu plus sur vous. Votre comité d'accueil ne rend pas honneur à votre hospitalité. Puis je vais étendre le parchemin. OK. Il le prend. Il lit. Non, c'est pas vrai. Il le prend, puis il s'en va avec, il le dépose dans le panier avec les autres choses. Tu vois qu'il s'en est... Il n'a même pas été intéressé à l'ouvrir, là. Pour lui, ça aurait été un parchemin ou une carotte. Il aurait fait la même chose. Prends-tu l'étang de barbou? Oui. Oui. Faites attention, il y a de la marchandise précieuse là-dedans. Ils te répondent quelque chose en primordial que tu comprends pas, puis ils s'en vont le déposer doucement dans un... Retourne vers Alphonse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait faire très attention. Tu parles pas le primordial pour 200. Parfait. Et à ce moment-là, vous vous sentez particulièrement tout nu alors que vous vous êtes fait enlever l'ensemble de vos choses. Tout ce qui pouvait constituer une arme ou un bien matériel qui était comme un peu plus gros. Ils vous ont pas enlevé vos armures, ils vous ont pas enlevé soit vous avez des colliers ou des choses. Si vous avez des objets d'une quelconque utilité qui a une petite taille ou tout ça, ils vous l'ont pas nécessairement pris. Oui, Alphonse? Est-ce qu'ils ont pris l'armure de Zemek? Non. Empêche la porte. Je pense que tu l'avais enlevé juste avant d'arriver de l'autre côté. Tu l'avais enlevé. Oui, je l'avais enlevé, c'est vrai. Puis est-ce qu'ils ont pris Si tu l'avais enlevé, ils l'ont pris, par exemple. Mais tu sais, puis je veux pas comme aller dans le passé, mais comme si je l'avais enlevé, ça serait dans un sac. Là. Ça serait pas genre lousse. Non, ils l'ont pas. Ils sont pas genre tiens, l'armure de Zemek. Non, ils sont juste comme un gros sac. Puis je veux pas faire. Tu vas me répondre oui, j'imagine, à toutes mes questions, là, mais le tombe de pierre, le gros bâton. Ils ont tout ramassé. OK. Fun. Parfait. Achète une seconde, excusez. Oui. Ça sonne à la porte. Je pense que c'est Jay qui a oublié ses clés. Mais qu'est-ce qui se passe? Jay a oublié ses clés. Bienvenue à l'Oasis. Fuck this place. Fuck this shit. I don't like the fiery people. I'm gonna put fire up your ass, you sweet motherfucking bastard full of ash. Ridicule. C'est vrai que son trou de cul doit être rempli de haches. Effectivement. Probablement. And you little gravel boy, you know what I do with gravel? I sweep it off with my shovel, bro. I'ma shovel you away. And you, little waterman, I'ma drink you all in a pint. C'est clair. Il en manque-tu un? And you, little grass boy, Ouais. you know what I'm gonna do with you. I'm gonna smoke you, motherfucker. I just smoke one of your friends and you'll feel weird. Colon. Oh mon Dieu. Désolé. OK. Est-ce qu'Annabelle est revenue? Oui, je suis là. OK, excusez-moi, c'est parce que je ne vois pas, parce que moi j'ai mon image sur mes notes, fait que je ne vois pas tout le temps. Je vais vous voir. Ah, vous êtes beau. Allô? Fait qu'on va recommencer ça. Je vais... on était rendu où? On venait de se faire confisquer tout notre stock, fait que si tu veux passer quelque chose d'autre. Exactement. Parfait. Une fois qu'ils vous ont pris absolument tout ce que vous aviez sur vous, qui était tant soit peu louche, excepté ton livre, mon cher Alphonse, je vais te demander de me lancer un jeu d'insight, s'il te plaît. Moi, ça? Oui, juste toi. 15. T'as vu que le petit homme de Gravel, là, il a comme... il a passé proche de te le prendre, mais t'as vu ses traits se durcir. Même si ses traits sont déjà comme d'une allure un peu rocailleuse, ils se durcissent à la manière d'une pierre que tu refroidis. Là. Et tu vois il te l'aurait pris, mais il y a comme un moment où est-ce qu'il hésite, il le regarde, il lève sa tête vers toi,
c'est comme s'il il le sentait juste pas. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça que tu fais comme ah, j'aime pas cet objet-là, je sais pas pourquoi. Là. Mais le truc, il te le laisse dans tes mains, puis il fait juste comme. Puis il t'a pris autre chose à la place, puis il est parti avec. Je le regarde, là, comme. Ah ben, Voyons donc. Et à ce moment-là, Nitolaos, l'elfe, vous dit bon, fort bien, maintenant que ces choses faites, nous allons pouvoir discuter. Si vous voulez nous suivre, nous allons aller dans les quartiers, en fait, du centre de la ville. Absolument. Pardonnez mon impertinence. Où est-ce que nos équipements seront déposés pendant notre discussion? Mon collègue ci présent est un entrepreneur chevronné. Vous venez de lui confisquer l'entièreté de sa marchandise et il comptait faire commerce dans votre oasis. Il faut que Nicolas se tourne vers toi, Osnan. Puis il te regarde, puis il va te dire en aqua. Il va dire en aqua est-ce que c'est bien vrai que vous êtes un marchand? Depuis tout récemment, oui. Fort bien. Dans le fond, vous allez devoir, par contre, vous enregistrer. Dans le fond, au bureau des commerces situé au centre de la ville, si vous voulez pouvoir vendre votre marchandise et ainsi mentionner aussi quelle marchandise vous voulez vendre. Oui, d'accord. Et seulement par la suite, une fois que nous aurons terminé notre discussion, nous allons pouvoir vous redonner votre équipement. Ainsi, vous pourriez aller vous installer dans le commerce vacant de votre choix si jamais vous souhaitez vouloir plutôt vendre ce que vous avez. Fort bien, fort bien. Bon. Suivez-moi. Nous allons aller au centre de la ville. Vous les accompagnez, espèce de succession d'hommes, de femmes, génazis, elfes, autre chose. Mais pas d'humain. Il n'y a pas d'humain, par exemple. Vous n'en voyez pas. Seul humain autour de vous, pouce carré, c'est Alphonse. Et quel humain, hein? Un special snowflake, baby. Vous marchez sur une route de terre qui monte doucement, dans le fond, l'espèce de petite colline entourée des champs en direction du centre de la ville et vous traversez ces petits murets de pierre qui se succèdent l'un après les autres en entendant bien sûr le son du vent, des oiseaux, des insectes, même de l'eau qui coule. Toutes des choses que vous n'avez pas entendues depuis vraiment longtemps. On s'entend là. C'est des choses qui donnent un peu l'essence d'une vie. Et vous comprenez vraiment que vous êtes dans une espèce d'écosystème. Là. C'est un biome. Là. C'est vraiment hors du temps. Un oasis, exactement. Oui, question, Osnan. Est-ce que j'ai croisé d'autres Oukas? Ou est-ce qu'il y a d'autres... ben, pas des Oukas, mais des Oukas. Mais d'autres créatures que je connais qui viennent de la jungle ou des... Fais-moi un jet. Je t'ai demandé deux choses. Fais-moi... Non, ça c'est une chose. Fais-moi soit un jet d'histoire ou un jet d'investigation. Oh. Les deux sont pas avantageux, fait que je vais y aller histoire. C'est rare qu'on le lance. Okay. Pour un total de 11. Tu ne vois pas de cas. Tu ne vois pas de Ouka. Par contre, comme tout endroit sur ces terres, que ce soit dans le désert ou dans l'Empire ou même dans les terres elfiques, tu aperçois des espèces de petits menhirs qui sont à certains endroits là, placés un peu de manière chaotique sur les différents terrains verdâtres et tout. Et ceux-ci ont comme... certains d'entre eux ont un visage sculpté d'une espèce de créature qui te dit quelque chose. Tu n'en sais pas plus. OK. Mais tu ne vois pas de Ouka. Oui, Nairu. Si t'avais fini, Francis. Hein? Oui. J'ai certaines connaissances botaniques de mon... C'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la lecture étant jeune elfe. Est-ce que ce serait la végétation elfique qui viendrait plus, par contre, de la terre elfique ou c'est comme, non, ça vient vraiment de ce continent-ci?
Tu peux me faire un jeu de nature, s'il te plaît. Parfait. Je peux pas faire un jet d'histoire là-dessus. Hein? Non, c'est nature. Je suis plate. Hein? 15. Bon, mais regarde, c'est bon. Tu vois, tu as le pouce vert. Ouais. Ça, Oui. ça a bien à donner. Tu vois, il y a des pousses qui viennent du territoire elfique. Puis maintenant que tu le penses, tu as aussi cette espèce de petite impression de légèreté que tu as vraiment quand tu arrives en territoire elfique, cette espèce de sentiment on va dire de douceur où tout a l'impression d'être un peu plus... justement, tout a l'impression d'être un peu moins rugueux, un peu plus doux au contact ou même approchable. Tout a une impression d'un peu plus justement de je dirais, je cherche un synonyme à, c'est pas softness, là, mais genre, quelque chose d'un peu plus douillet. Exactement. wow. Ouais, Ok. quelque chose d'un peu plus douillet que la moyenne de ce que tu es habitué, surtout dans les derniers temps. Fait que oui, tu vois de la pousse elfique, mais pas que. Il n'y a pas juste, c'est pas juste de la verdure elfe. Et Parfait. vous montez ainsi le chemin jusqu'au centre en fait, de la ville. Vous passez au travers de ces multiples petites maisons de pierre. Imaginez vraiment comme plein de petites pierres, de petites maisons en pierre carrée qui sont empilées une par-dessus l'autre et qui sont, dans le fond, qui sont atteignables selon des petites échelles ou des escaliers de bois. Et ça permet ainsi d'avoir plusieurs personnes qui habitent sous un même toit à différents niveaux. Et on va dire ça condense vraiment la population dans un petit secteur. Et ça vous rappelle en quelque sorte aussi la faille. La faille, ça ressemblait un peu à ça, les bâtiments qui étaient, dans le fond, qui ont été révélés après la tombée du météore. Là. C'était des bâtiments de pierre qui étaient aussi un peu soit collés les uns sur les autres ou on dirait empilés les uns sur les autres. Et vous avez vraiment ce petit effet-là qui se répète. Mais à mesure que vous avancez, que vous vous approchez du centre de l'endroit, celui-ci s'ouvre et se montre à vous ainsi un gigantesque marché où plusieurs étals sont placés de manière en rond, en une espèce de circonférence. Au centre complètement, il y a un grand puits en pierre avec une petite tour vraiment de pierre également où s'écoule un petit filet d'eau constant. Et oui, il y a plusieurs étals avec justement différents types de marchands qui viennent placer leurs marchandises pour la vente. Vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a pas que des gynésies, il y a autre chose. Vraiment, on va dire une foule un peu plus hétéroclite qui ont un laissez-passer, en quelque sorte, du noyau, mais aucune espèce, on va dire, plus tournée vers la fourberie que vous auriez pu croiser justement je dirais au noyau, comme par exemple les hobgoblins, vous en aviez croisé un marchand, par exemple. Il n'y a pas ça. C'est majoritairement des génasies, des elfes et quelques autres choses. Que ce soit un alflin ou même des satyres, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont en train de vendre de la marchandise. Et également, vous apercevez un des stands qui n'a rien dessus, mais au-dessus, il y a une espèce d'écriteau en bois où ce qui est marqué dans le fond, le nom de votre guide, en fait. J'ai comme un blanc, là. Nicolaos? Non, Carissa. Okay. Le nom de Carissa. Donc, vous comprenez que dans le fond, c'est comme son stand à elle où elle vend de la marchandise. Et c'est ce que tu comprends aussi au stand, c'est que tu vas pouvoir t'en prendre un lorsque tu vas avoir complété en fait ton inscription comme marchand. Fascinant. Vous arrivez au centre, dans le fond, du marché et ce cher Nicolaos vous mène jusqu'à une espèce de cour intérieure, ou plutôt une cour intérieure située en dessous d'un grand bâtiment de pierre qui est entouré de successions d'arches en pierre qui forment, si on veut, des espèces de grands... pas des pylônes, mais genre des espèces de poteaux de pierre sculptés qui donnent l'impression que ceux-ci sont comme faits en marbre, même si c'est une sorte de roche qui est beaucoup plus brute. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a un grand jardin où plusieurs plantes exotiques s'élèvent et poussent, et plusieurs petites tables en bois ont été placées avec des petites chaises. Et vous vous installez ainsi comme au centre du jardin, où lui, Nicolaos, ainsi que Val Volatis vont s'installer en face de vous,
entre vous, il y a une petite table ronde en bois où est installé on va dire, un petit équipement pour faire du thé avec une théière, des petits verres courts, des petits verres tout petits. Et ils ont installé comme des petites plantes ainsi à l'intérieur. C'est de l'eau chaude avec justement des herbes. Vous avez peut-être jamais bu ça de votre vie. Mais ça vous donne vraiment l'impression que à ce moment même, vous êtes un peu coupé, si on veut, du reste de ce qui se passe autour de vous parce que la verdure du jardin est tellement épaisse et tellement intense et large que vous êtes vraiment comme vraiment votre petit cocon de vous trois, Val Volatis, Nitolaos et bien sûr Lia qui se rajoute au groupe aussi, qui n'a pas mentionné rien du tout. Oui. Et Youbel? Youbel était où? C'est vrai. Merci. Et non, il est disparu. Et Youbel, vous l'avez entendu hurler, puis je suis parti. Mais non, également Youbel qui se joint à vous. Et une fois que tout le monde est installé, c'est comme si la verdure se refermait en quelque sorte, que vous étiez dans ce petit cocon verdâtre où vous entendez très faiblement ce qui se passe de l'autre côté dans le marché. Et vous avez vraiment l'impression, Ostan a vraiment l'impression d'être comme retourné dans la jungle, alors que tu sais que ce n'est qu'un mirage, là, ce n'est qu'une illusion. Et vous voyez à ce moment-là, Vael Volatis va commencer à parler dans une espèce de commun très cassé. Puis il va dire m'excuserez si je ne parle que difficilement votre langue, humain. J'aimerais savoir, mais j'en comprends que c'est un langage qui est plus universellement parlé de l'autre côté de la chaîne de montagne. J'ose croire que le Uka ainsi que l'elfe le parlent aussi, donc ce sera la langue que j'utiliserai pour l'instant. Je vous remercie de cette attention. C'est vraiment très apprécié. Laissez-moi savoir, où avez-vous appris notre langue? Simple curiosité. C'est une curiosité mal placée. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une curiosité mal placée. Tu lui dis ça? Oui. OK. C'est quoi ton CA, Alphonse? 14. Okay. Non. Oh non. Tu vois qu'il se lève debout. Et vous en comprenez que c'est un individu qui a une très grande fierté. Là. Il se lève debout, puis c'est comme s'il s'apprêtait à frapper Alphonse, le gifler, là, la manière de comme un esclave qui ne fait que comme parler à son supérieur ou quelque chose comme ça. Mais s'il vient à 1 pouce de la face d'Alphonse, j'arrête. Tu vois, il arrête à mi-chemin, alors que justement l'IA l'arrête, alors que son bras est élevé dans les airs. Okay. Puis oui, ils ont remarqué que sa flamme sur sa tête, ou plutôt ses cheveux, s'illumine et que son corps bronze, justement d'une couleur plus bronze, semble chauffer comme s'il était une fournaise à l'intérieur de lui. Et il se rassoit. Et à ce moment-là, la couleur commence à s'estomper un peu. Il dit je crois que nous avons débuté peut-être sur un mauvais départ. Je suis désolé. Je dois apprendre à mieux contrôler ma colère, il semblerait. Dit-il en jetant un regard à Lia. Et moi, être davantage diplomate. Veuillez accepter mes plus humbles excuses. Vous êtes notre hôte. Vous avez toutes les raisons de savoir pourquoi nous sommes ici. Mais je ne suis pas celui qui doit vous répondre. Visiblement, je suis inférieur ici. Puis je vais me retourner vers Nairo puis je vais y parler en elfique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, entretenir nos hôtes sur les raisons et motivations d'Auga Fortis? Bien sûr. En elfique. Mm-hmm. Ouais, je vais continuer en elfique. Puis si, Alphonse, tu veux continuer de traduire pour l'instant au fur et à la mesure, en espérant que personne voit ça comme de l'impolitesse, là, mais genre, c'est ça. Nous avions commencé une mission d'éclaireur diplomatique lorsque le météore a frappé la chaîne de montagnes qui séparait l'Empire au désert. Nous étions donc mandatés par l'Empire des Hommes pour venir créer des liens avec ce qui se trouvait de l'autre côté. Malheureusement, nous sommes arrivés dans ce qui semblait être le début d'une guerre civile entre plusieurs dirigeants ainsi que des entités quelconques qui tentaient de
créé du mal à cet endroit. Nous nous sommes liés d'amitié avec un groupe de centaures qui semblait bien connaître l'oasis, et c'est depuis ce temps que nous tentons de rejoindre cet endroit pour les retrouver, pour discuter avec eux et essayer de trouver une solution à ce problème qui est à la frontière de notre empire. Le Volatis te regarde, son air semi-colérique, semi-neutre. Un regard que tu reconnais très bien chez Lia également. Vous avez parlé de mission diplomatique. Oui. Ce n'est pourtant pas ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce n'est pas ce que votre cousine m'a raconté concernant votre mission dans les terres de l'Empire avant que le météore tombe. Effectivement, les temps ont changé les raisons de notre venue. Nous sommes arrivés de l'autre côté de la frontière de montagne avec une intention. Et encore maintenant, nous avons changé celle-ci. Nous nous sommes plutôt séparés de notre mission empirique afin de mener à bien une résolution de problèmes plus concrète. Nous ne sommes donc plus nécessairement représentants de l'Empire. Nous sommes Auga Fortis. Nous venons de plusieurs endroits différents dans le monde et avons un objectif commun. Et les Minotaures, pas les Minotaures, les Centaures que vous parlez de Mogadam? Oui. Et elle pourra vous parler de nous aussi si vous la croisez. Nous avons croisé le fer avec eux et nous en sommes ressortis amis. Oui, elle m'a parlé de vous. En bien, pour une fois. Je suis contente de l'entendre. Mais elle a dit qu'elle était que vous étiez guidé par un certain Zemek. La traversée du désert ne fut pas de tout repos. Comme vous pouvez sûrement le savoir, un mal ronge ces terres-là. Et nous avons été victimes d'une attaque de gnolls. Zemek a combattu fièrement à nos côtés, mais malheureusement, il y a laissé la vie. J'aimerais, si vous me le permettez, l'annoncer moi-même à Mogadam, et non pas qu'elle l'apprenne par l'entremise de quelqu'un d'autre. Aucun problème. Son campement est de l'autre côté de la colline. Les centaures sont un peu trop... Bruyants. Oui, exactement. Pour pouvoir vivre convenablement à l'intérieur de la ville. D'accord. Et outre ses intentions de venir discuter avec les centaures, qu'est-ce que l'Oasis, un endroit caché qui vit paisiblement loin de tous ces problèmes dont vous mentionnez l'existence, peut faire pour vous? Je suis venue retrouver ma famille aussi, comme vous pouvez vous en douter. Je cherche... Tu lâches ce call-là. OK. Yeah. Mais c'est comme dans le flashback qu'on a eu, là, je la regarde pas. Je parle d'elle, mais je la regarde pas. OK. Puis, et peut-être, éventuellement, des amis, ou du moins des collègues qui pourront nous prêter main forte afin de trouver une solution pour régler le problème qui se rapproche dangereusement de votre... Afin de régler ce problème qui se rapproche dangereusement de votre oasis. Vous êtes isolé, vous êtes paisible, mais vous ne pourrez pas l'ignorer bien longtemps. Vous savez qu'il y a très longtemps, très très longtemps avant même que je naisse, il y a eu une autre guerre, je crois, avant même que l'Empire soit Empire. Il semblerait des créatures qui se déversaient sur ces terres, des monstruosités qui en venaient à contaminer tout ce qui touchait. Et malgré tout ça, l'Oasis est restée cachée durant ces nombreuses années. Et vous croyez maintenant que ce danger pourrait être une réelle menace pour nous? Je ne sais pas.
Et j'espère ne jamais le savoir. Et si jamais vous avez le choix entre avoir notre aide pour peu importe ce que vous tentez faire ou prendre une retraite méritée ici et oublier les problèmes de l'extérieur, vous choisissez quoi? Je parle en mon nom seulement en ce moment et mes collègues pourront peut-être répondre de même si vous leur demandez. Mais je sais que je ne pourrai pas vivre en paix pour le restant de mes jours ici, sachant que j'ai laissé des amis et des gens honnêtes souffrir de l'autre côté de ces murs. Je leur ai promis mon aide et je le ferai, avec ou sans vous. Oui, le Volatis se tourne tranquillement vers Ostan et Alphonse en vous regardant, en essayant de voir qu'est-ce que vous répondez à ça. Puis à ce moment même, il se penche un peu vers l'avant puis il attrape la théière. Puis en la prenant dans ses mains, vous voyez que la théière se met comme à chauffer. Puis il continue à verser en fait du thé chaud. Je traduis la question, Osnan. Je vais où Gourne me dit d'aller. Si je dois rester ici pour Gourne, j'y resterai, mais Gourne est bienveillant et je crois qu'il aimerait beaucoup que moins de personnes souffrent. Et vous, humain? J'ai un nom, vous savez. Bartiméus, de la fine plume. Et ma volonté est mienne. Je ne désire pas vivre derrière une bulle de protection cachée du reste du monde, comme le ferait un fugitif. Votre peuple est fort et fier. Pourquoi ne pas prendre les armes et agrandir votre zone d'influence? Vous avez si prestement tenté de lever la main sur moi, mais vous n'osez pas lever le moindre petit doigt contre ce mal qui ronge notre monde. Sommes-nous si différents? Il y a un proverbe qui dit que là où vous posez vos yeux, c'est où est-ce que l'Empire se définit, semblerait. Oui, en effet, un vieil adage qui appartient à une vieille mentalité de notre empire, enseigné de génération en génération par des hommes qui n'osent pas quitter le confort de leur citadelle et de leur tour pour aller véritablement vivre ce qu'il se vit au front. Je suis un homme de terrain, ne me confondez pas avec mes ancêtres, au tout le moins à l'exception de l'un d'entre eux. Et de mon côté, je dois avouer que là où je pose mon regard, c'est où se définit l'Oasis, et l'Oasis se définit au début de cette chaîne de montagnes qui nous coupe du reste du monde. Et ainsi, si je peux protéger l'Oasis, je le ferai. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore l'intérêt de grandir mon territoire, comme vous le dites si bien, alors que vous utilisez des mots si doux pour signifier une conquête si violente. Oh, je n'ai pas parlé de violence, bien au contraire. Voyez-vous, la meilleure technique, à mon avis, afin d'exercer notre influence sur les territoires actuellement hostiles, est d'user d'intimidation. Et je ne vois pas qui oserait se dresser sur notre chemin si nous étions flanqués de guerriers tels que vous. Aidez-nous à faire capituler l'ennemi avant que le sang soit versé inutilement. Il se tourne un peu vers Nitolaos. Puis les deux se regardent comme en silence. Puis il se tourne vers Nairu en comprenant que tu parles le primordial. Que les deux se regardent encore. Puis Volatis va seulement dire, très court en primordial, il va dire je dois réfléchir et lire. Puis, okay. Les autres, vous ne comprenez pas trop ce qu'il dit. Il se lève prestement et vous voyez qu'il se tourne et disparaît comme au travers de la végétation. Et Nitolaos, de son côté, se
retourne en plongeant son regard presque doux vers vous, puis il dit de ce que j'en comprends, Vael Volatis va tout simplement aller réfléchir à la situation. Pour ma part, je dois vous avouer que je suis curieux un peu de ce que vous mentionnez concernant ce mal. Et qu'est-ce qui se trouve, ces créatures que vous avez mentionnées, Nairu, au centre de la faille. Comprenez, Vael est quelqu'un de très terrain, un peu comme vous, Alphonse. Non, Bartimius plutôt. Et il est du genre à plutôt justement prendre les armes contre une menace ou utiliser ses prouesses physiques pour accomplir quelconque obstacle. Mais de mon côté, je suis plus de la théorie. Je suis cet homme peureux que vous mentionnez, qui reste caché derrière ses tours et qui ne s'éloigne pas de où pose son regard. Donc, de mon côté, je suis beaucoup plus curieux, théoriquement, d'en savoir un peu plus sur ce que vous mentionnez comme étant le danger qui se trouve à la faille, au noyau plutôt. Voyons, c'est à la faille. Et je me trompe entre les deux à ce moment. À la faille. Nous avons récolté des artefacts et des informations au fil de notre périple qui me fera plaisir de partager avec vous lorsque nous aurons accès à notre matériel. Nous avons des parchemins, de la lecture, nous avons des livres. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons en décoder plus. Je suis très heureuse que Vael Volatis ait décidé de réfléchir simplement à tout cela. C'est peut-être la moindre des choses pour certains, mais pour nous, cela signifie énormément. Ce n'est pas un refus, c'est une suggestion. Alors, vous le remercierez en notre nom. Oh, je vais le faire, absolument. Que même si vous ne l'auriez pas dit, je lui aurais dit que vous le remerciez de réfléchir à la situation. Vous comprenez, vous avez compris tout de suite que c'était un individu tout de même très bouillant, si je peux utiliser le jeu de mots. Ce n'était pas si drôle, Bartimius. Et tout de même, malgré le fait que vous mentionnez que certaines choses peuvent être décrites ou expliquées à travers les ouvrages, je veux entendre de votre bouche, de votre expérience personnelle, quels sont les dangers? Quels sont les dangers de la faille et qu'est-ce qui pourrait se présenter à nous si nous nous y rendions? Et quels sont les avantages aussi de la faille? Qu'est-ce que nous gagnons à nous y rendre? Quelque chose. Non. Vous savez, Nairu, souvent nous apprenons beaucoup plus de ceux qui ne savent pas vraiment jouer avec les mots. Vous voyez qu'il se tourne vers Osnan. Qu'est-ce qu'il dit? Puis Osnan, il va te parler en aqua. Il va te dire Osnan, qu'est-ce que nous gagnerions à nous rendre jusqu'à la faille et quels sont aussi les dangers qui s'y trouvent? Les dangers viennent autant de la surface que des profondeurs. Non, je ne veux pas savoir où se trouve le danger, je veux savoir quel est-il. Des monstres, des créatures. Nous avons combattu des choses que je n'ai jamais vues et j'en ai combattu des choses. Pourquoi vous voulez aller à la faille? Ça vous fait une porte d'entrée vers l'Empire. C'est loin. C'est plus de 2 semaines de voyage. Si vous nous aidez, vous pourrez toujours vous trouver peut-être une petite maison pour y rester. Oui, je vois. Et ces monstres, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Parfois des gros insectes et des créatures difformes, des
Mais on a aussi croisé des gnolls dans le désert. Il y a plein de choses que je comprends pas depuis que je suis arrivé à la faille. Voyez-vous, je viens du Smarsh et là, les créatures, ce sont des bêtes, des reptiliens, des sauriens, Mais c'est contre nature, ce qui se trouve à la faille. Je comprends. Et qui dirige pour l'instant l'endroit? Il n'y a pas vraiment de dirigeant, mais nous ne sommes pas fait amis avec un des grands puissants de l'endroit qui s'appelle Ramalsoul. Sûrement que j'entends juste Ramalsoul. Tu sais, ça se traduit pas en d'autres langues. Je tape ça à la table. Ramalsoul. Puis, genre, je vais juste comme mettre ma main sur la main à Alphonse pour comme l'éviter qu'il. Tu sais, genre. Tu veux qu'à ce moment-là, Nicolas se tourne vers toi, Alphonse, parce que c'est comme un point d'intérêt. Il dit: vous avez quelque chose contre cet individu? Oui. Je n'aime pas que l'on se joue de nous. Comment s'est-il joué de vous? En gravissant les échelons du pouvoir, en salissant notre nom. Voyez-vous, nous voulons, comme toujours, assurer l'égalité des espèces, encourager une distribution noble et équitable des richesses, et s'assurer, puis je vais me retourner un peu vers Nairou, que personne n'habite en territoire conquis, que tout le monde puisse vivre librement. Ce sont là les fondements de base de l'Empire. Mais un impérial s'est présenté sur place. Un homme du nom de Léon le Fauve. Un guerrier, ni plus ni moins sanguinaire. Et tous deux se sont liés contre nous, en prétextant que nous étions à la base de manigances qui allaient nuire à la populace, quand il s'agit en fait du contraire. Cet endroit à ce moment-là, Vas-y, à ce moment-là, il prend comme un petit calepin, une espèce de petit parchemin, puis il commence à se prendre des notes avec une petite plume. Pas du verbatim, mais pas loin de ce que tu dis. Notez bien dans votre Nairo remarque, puis. Vas-y. Non, c'est juste. Nairo remarque, puis ça la fait sourire, genre. OK, on va bien s'entendre. On se rappelle qu'elle a noté tous les noms des gens qui habitaient au campement de ça. Notez bien sur votre parchemin que nous ne sommes rien d'autre que des catalyseurs et que nous voulons, en tout point, conserver cette sensation et ce sentiment de liberté qui a investi et qui habite la faille. Mais comme tout oasis, celui-ci peut attirer des esprits malversés. Et c'est justement ce qui nous fait craindre pour vous. Et juste pour me donner une idée, de votre point de vue, Alphonse, est-ce qu'il doit tout de même avoir un dirigeant en place pour, disons, avoir une main mise sur l'endroit ou du moins avoir une bonne prise de décision pour ne pas que ce soit le chaos? Ou vous, dans votre esprit, l'endroit devrait appartenir à personne et vivre dans la plus grande harmonie sans personne pour prendre des décisions? La problématique lorsqu'il s'agit d'une seule personne à la tête de tout un royaume ou bien d'un empire, c'est que nous vivons avec ses intentions personnelles. Le pouvoir pervertit les gens. Je suis convaincu que vous n'êtes pas étranger à ce phénomène. Je préférais plutôt que l'empire soit dirigé par un groupe d'individus. Non, mais je ne parle pas de l'Empire, je parle de la faille. Eh bien, ce sera du pareil au même, puisque Léon semble vouloir investir les lieux. Et là où le regard des impériaux se porte, l'Empire n'est pas très loin derrière et finit par s'installer, sous la plume ou sous l'épée. Je vais être plus clair dans ma question à ce moment. Alors, considérez-vous que si jamais Vel Volatis ainsi que moi-même sommes d'accord à prendre part à votre petite aventure de conquête, qu'en quelque sorte, la faille, cet endroit que vous présentez comme étant un endroit stratégique en connexion avec l'Empire,
pourrait de ce fait être en quelque sorte sous il essaie de trouver un mot qui est comme un peu plus doux, là, mais il dit sous la juridiction de l'Oasis. Je préférerais utiliser le terme responsabilité, puisque la faille, tout comme l'Empire, tout comme cette oasis, appartient à ses habitants. Si vous joignez vos forces aux nôtres, je présume que il va de soi que vous ayez un siège autour de la table de décision, où nous assumerons des responsabilités au bien-être de la populace. Donc, vous parlez plutôt d'un conseil, de ce que je comprends. Cela pourrait être une façon de le présenter. Je me suis embarqué dans cette aventure en étant un impérialiste, et mes amis m'ont convaincu du pouvoir de la démocratie. Un conseil, oui. Un peu comme la Hanse des Colosses, puis il se tourne vers Yubel qui fait des gros yeux en faisant comme pardon. Ça peut se faire nommer comme son lieu d'habitation, puis il fait un conseil. Vous savez, autant nous sommes, Vaël et moi-même, dirigeants en quelque sorte de l'Oasis, n'en est pas moins que nous sommes toujours ouverts aux commentaires et autres choses venant de nos subalternes. Puis il se tourne un regard vers Lia, qui n'a pas dit encore un fichtre de mots depuis que vous l'avez vu. Il fait... Oh, puis il se lève la tête un peu. C'est comme s'il entendait quelque chose de l'autre côté de la verdure. Il dit, je crois que vos chambres sont prêtes pour la nuit. Vous allez pouvoir reprendre votre équipement et profiter d'un repos mérité après, de ce que je comprends, un voyage très exténuant dans le désert. Merci beaucoup de votre hospitalité. Merci de votre ouverture d'esprit face à cette situation qui tombe sur vous par surprise. Oh, il n'y a rien qui tombe sur nous par surprise. Je dois vous avouer que après avoir passé la partie de mon existence ici, et Vaël également, ainsi qu'une bonne partie de ses habitants, nous en sommes venus à étudier cet endroit. Parce que contrairement à ce que vous pourriez penser, nous ne l'avons pas créé, nous l'avons trouvé. D'autres personnes habitaient ici il y a bien plus longtemps. Des gens qui provenaient d'ailleurs, probablement. Et par le fait même, nous avons commencé à décortiquer, à comprendre aussi ce que nous pouvions trouver dans les ruines qui se trouvent ici et là. Et nous nous attendions un jour à recevoir de la visite, que ce soit vous ou autre individu concernant la fameuse présence d'une force envahissante et destructrice et qui possède des créatures et monstres insectoïdes comme Osnan a si bien décrit. Donc, je crois qu'à un certain point, tout est écrit. Nous sommes bien malheureux d'être les porteurs d'une si triste nouvelle dans ce cas, mais c'est un plaisir de vous rencontrer et de visiter cet endroit magique. Merci. Vous alliez dire, Alphonse? Eh bien, je me demandais s'il était coutume, dans votre hospitalité, que nous puissions vous retourner quelques questions. Allez-y toujours. Je vous permets quelques questions avant de vous faire mener à vos chambres. Allez-y. Est-ce que vous êtes les deux seuls dirigeants de cette oasis? Vous prenez l'ensemble des décisions pour la population ici présente? Je dois avouer qu'il n'y a pas vraiment de concertation publique, mais effectivement, nous sommes toujours ouverts aux commentaires et nous ne sommes en fait que dirigeants de ce qui se trouve à l'intérieur de ces murs. Prenez par exemple Mogadam qui vit plus loin un peu avec son clan. Nous n'avons aucune autorité sous elle, bien que nous nous entendons bien. Si vous prenez les suggestions, les conseils. Loin de moi l'idée de pointer des stéréotypes en votre direction, mais il ne vous ferait pas de tort de vous allier d'une femme. La présence de Nairo au sein de notre groupe a permis de bien belles et grandes choses. Je crois que... À ce moment-là, t'as un peu. Il me shot. Pac!
Hey! Là, tu le vois pas venir. Alors que tu sens vraiment comme un point qui vient s'écraser sur ta mâchoire, Alphonse. Et tu t'écrases, en fait, tu te propulses sur le sol. Tu tombes en bas de ta chaise alors que tu sens un goût métallique qui se remplit dans ta bouche. Puis tu vas peut-être perdre une dent et vous vous tournez, puis t'as pas eu le temps de réagir non plus à Stan. Là. Puis c'est Lia qui est debout, là. Puis elle te regarde, Alphonse, avant que tu es à terre, là. Puis là, c'est la première chose qu'elle dit. Là. Depuis que vous l'avez rencontrée, c'est la première chose qu'elle dit. Elle dit « Et moi, je suis invisible, peut-être? » Non, évidemment. Mais il ne vous a pas inclus dans les dirigeants. J'apprécie que votre réponse soit la violence. Vous confirmez que les stéréotypes, eh bien, sont des stéréotypes. Je ne voulais point être déplacé à votre égard, Lia. Bien au contraire. J'imagine dire ça en te levant péniblement. Ah ouais, puis en essuyant mon sang, mais je suis habitué de me faire taper d'en face, tu sais, quand j'essaie d'aider des gens. Là. C'est vrai. Et vous voyez à ce moment-là, Nicolas qui lève une main et il fait « Lia, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne voulais rien dire de mal, effectivement. Mais pour répondre à votre question, Alphonse, avez-vous besoin de soins pour commencer? » Est-ce que j'ai perdu beaucoup de points de vie? Non, t'as pas perdu de points de vie. Là. C'était une bonne tape. Là. Non, je me reposerai cette nuit. J'imagine que c'est le point qu'elle a arrêté et qui était supposé se rendre sur mon visage qui malheureusement a continué sa route. Il n'y a pas que Vael qui est bouillant. Effectivement. D'accord. Deuxièmement, vous voyez que ça l'a comme dépassé un peu. Là. Il se tourne vers Lia puis il lui dit en effet Lia, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. Vous voyez qu'elle se lève debout, puis elle va regarder Alphonse, elle va regarder Nehru. Puis, tu sais, Alphonse, elle a vraiment un regard super sévère vers toi. Elle se tourne vers Nehru. Et Nehru, tu as l'impression de percevoir presque une certaine comme empathie. Tu vois, ses sourcils se tournent un peu vers le bas. Mais immédiatement, alors que tu as cette impression-là, ça disparaît d'un claquement de doigts alors que ses sourcils se froncent de nouveau. Puis elle disparaît derrière la verdure également. Puis à ce moment-là, Nicolas fait « Je suis sincèrement désolé par le comportement de Lia. » Non, non, vous ne répondez pas de ces actes. Aviez-vous d'autres questions? Oui. Oui. Si vous me permettez, compagnon. Bien sûr. Lorsque nous avons exploré la faille, nous avons vu d'étranges symboles et des fresques qui dépeignaient une population plus grande que nature, aux traits pointus, affinés, et qui semblait vénérer dans une quelconque mesure quelque chose qui se tapit au fond de la faille. Vous parlez des visiteurs. Nous ne leur avions pas affublé de nom, mais allons-y pour ça. Oui, ils sont également décidés ici même. Eh bien, j'ai le triste regret de vous annoncer qu'ils reviendront prendre ce qui leur appartient. C'est exactement ce qui semble être à l'œuvre, à la faille. Et s'ils savent comment se rendre ici, je ne crois pas qu'ils soient aussi cléments à votre égard. Non, je crois que vous vous trompez, Alphonse. Ah oui? Oui. Les visiteurs ne sont pas les dirigeants de la faille, ne sont pas les anciens dirigeants de la faille. Ils se sont soulevés contre les dirigeants de la faille et ils sont partis. Partis? Oui. Est-ce encore une fois un euphémisme pour dire exterminer jusqu'au dernier? Non. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Okay. Il se lève debout, puis il passe à travers comme de la verdure, puis vous le suivez. Et vous retraversez une partie du centre du marché, alors que tranquillement le soleil disparaît à l'horizon. Il est très tôt. Et déjà il s'apprête à faire nuit parce que vous êtes entouré de 4 montagnes. Et ainsi, rapidement, le soleil finit par disparaître. Et vous pouvez voir au loin cette espèce de ligne qui se définit, qui est vraiment comme le coucher de soleil qui tranquillement prend sa place pour ne lancer que des rayons rosés au travers des montagnes. Et vous vous dirigez vers cette espèce de grand bâtiment au dôme où vous
vous traversez une partie de la ville. Vous arrivez au seuil de ce grand bâtiment-là. Et Ostan, pendant une fraction de seconde, ton cœur fait comme un tourne sur lui-même. Tu as comme une espèce de coup de voyons, qu'est-ce qui se passe là? Et tu vois deux grosses statues qui ornent l'entrée dans le fond du gros bâtiment. Et c'est clairement des statues de gournes. Vous vénérez les gournes aussi? Toi, il ne fait que comme un peu ignorer ce que tu dis. Là. Il répond pas à ta question. Il pénètre l'endroit. Vous le suivez. À moins que vous me dites que vous le suivez pas. Je prends en considération que vous le suivez. Non. Vous le suivez. Et rendu à l'intérieur, vous voyez que c'est une seule et gigantesque pièce à la manière presque d'un... Je dirais d'un... Vous voyez ça un peu comme un sénat romain. C'est plein de chaises comme... pas plein de chaises, mais plein de lieux pour s'asseoir à la manière des estrades qui font le tour vraiment de l'endroit en dôme. Et au centre de celui-ci, Alphonse, tu aperçois... en fait, vous les trois, vous l'avez déjà perçu, fait que ça vous rappelle quelque chose. Vous voyez un gigantesque monolithe noir qui ressemble énormément à celui qui se trouve au cœur de l'Empire. Magnifique. Et à ce moment-là, il dit non, Alphonse, comprenez. Ils ne sont pas exterminés. Ils sont réellement partis. Et ce que vous avez devant vous, c'est la porte qu'ils ont utilisée. Oh! Et on va arrêter la game là pour ce soir. Oh, that's fucked up. Okay. Lore drop. Bam. Hey, cool. Bélien. Hey, cool. Gros épisode encore. Pourquoi tout le monde me frappe? Je sais pas, man. Mais tu vois, Veux-tu une liste? Ils sont quand même fins. C'est juste parce que là, t'es le seul humain de la place. Là, ça va pas bien. Ouais. Fait que, hey guys, merci tout le monde d'avoir écouté ce 35e épisode de Bélien où finalement nos aventuriers ont rejoint l'Oasis. D'après moi, à partir de maintenant, ça va prendre une certaine vitesse de croisière qui va mener à... Nous allons bien le voir, mais d'ici là, nous allons vivre quelques petits one-shots de flashbacks de nos personnages pendant que Félix accomplit sa grande tâche pour un petit projet. Et merci encore à tout le monde. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. C'est toujours très apprécié. Merci. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye.